Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. comment ça va aujourd'hui? En live, Ah, c'est je, une je, autre façon de dire que tu vas bien en fait, hein. je peux faire de course. C'est pas mal, c'est pas mal. On doit se réinventer hein, chaque fois dans nos intros parce qu'effectivement, c'est tous les jours comme une Mag Live, donc c'est tous les jours que je te pose cette question. Ouais, voilà. On en est à quel numéro? Tiens, voilà, je vais te poser une question piège. 43, 43 On ou est, 44? on est au 43. 43e numéro de Comme in Mag Live. Oui, juste, tu as gagné le droit de revenir en deuxième semaine. Alors avant de découvrir notre invité qui attend patiemment dans le studio, il n'est pas très très loin, il est encore en Suisse romande, hein, on vous rassure. On va vous dire que vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de commenter, mais vous avez aussi le droit et même le devoir de venir nous poser des questions et peut-être aussi des questions à notre invité. Surtout qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de thèmes à traiter avec lui. Mais avant qu'on découvre qui est notre invité, on va vous reparler de l'association Le Meilleur d'eux qui organise, vous le saviez peut-être pas, le Meilleur de la Pub, la 5e édition du Meilleur de la Pub. Rendez-vous compte, un prix qui récompense les métiers de la pub, de la communication en Suisse romande. Et ce prix aura bien lieu. Voilà, vous l'avez vu peut-être dans les news, et bien c'est reporté à cet automne. Mais les inscriptions au Meilleur de la Pub sont ouvertes jusqu'au 7 août. Donc dépêchez-vous les agences. Moi je dis ça, je dis rien. Bon allez, place à notre invité, Victoria. De quoi va-t-on parler avec lui aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui on va parler de web et de mobile et on reçoit Yannick Durst, cofondateur de l'agence Atypique. Bonjour Yannick. Bonjour Victoria, bonjour à tous, bonjour Thierry. Salut Yannick, bienvenue à bord. Alors, Merci. on évolue, on ne parle pas que d'agence de com, mais on rouvre le cercle de plus en plus parce qu'on sort de cette période que de confinement. Mais quand même, il est intéressant de savoir, et on va te poser la question, Yannick, comment est-ce que ton agence a vécu cette période? Eh bien plutôt bien, jusqu'ici tout va bien, hein, c'est ce qu'on aime bien dire, on le répète un petit peu à tout le monde. On s'est confiné, on a fait du remote office à la maison pour toute notre équipe à Genève, chose qu'on n'avait jamais fait avant, donc c'était vraiment une première Mais ça, c'est et ça s'est complètement vraiment bien Ouais, passé. c'est fou pour une agence comme, comme la tienne. c'est c'est quoi ça? Ça tient à quoi? En fait, ça tient en fait, on n'était pas, on était, en fait, on aime bien avoir toute l'équipe dans nos bureaux à Genève. En fait, on a une cohésion d'équipe. On a vraiment monté l'agence en se disant qu'on n'allait pas outsourcer absolument rien et que toutes les connaissances et toute l'expertise allaient être au sein de la société. Donc, on l'a construite comme ça, on l'a pensée comme ça. Et en fait, le home office, voilà, ça nous donnait un petit peu l'impression qu'on pouvait perdre cette cohésion, ce qu'on voulait pas. Et puis là, on a bien été obligé de le faire. J'ai personnellement été vraiment étonné de la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire que ça s'est vraiment passé très très bien. On n'a pas eu de regain de productivité, on n'a pas eu de perte de productivité, tout s'est passé vraiment naturellement. Et du coup, ça nous fait réfléchir, et puis ça nous fait réfléchir à la mise en place d'une politique de home office, et puis c'est sûr que ça va continuer et qu'on va rester dans cette dynamique-là parce que ça se passe bien, et puis parce qu'on est effectivement aussi un petit peu plus tranquille à la maison pour certains types de tâches. On n'a pas le téléphone qui sonne, on n'est pas dérangé pour X ou Y raison. Donc c'est vrai que c'est agréable et ouais, c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert et c'est le point positif de cette expérience particulière. C'est des aménagements qui vont rester à la longue ou c'est pas forcément un truc que tu vas garder? Non, si, l'objectif c'est de créer ensemble avec toute l'équipe une politique de remote office. Techniquement, on est prêt, hein. Tout le monde a Ouais. des ordinateurs portables. Enfin, on était déjà prêt pour le faire. Donc, on n'a pas eu de problème technique et on n'en a pas. Donc, voilà, après, c'est juste une organisation. On a des cérémonies d'équipe qui sont quand même assez présentes dans la vie de l'entreprise, notamment tous les matins avec un daily, etc., etc. Donc, voilà, il va falloir s'organiser pour pouvoir les faire à distance mais ça va le faire, ça va le faire. On est plutôt content. Donc, on peut imaginer, déjà avec les contacts qu'on a eu chaque fois qu'on avait une agence digitale, évidemment, cette période était un peu moins difficile au niveau des clients. Donc, tu as gagné des mandats, tu as continué des mandats. Est-ce qu'il y a des mandats qui sont arrêtés ou finalement, c'était très fluide? C'était une période Non, un peu intéressante pour vous. alors, on n'a pas eu de mandats qui se sont arrêtés. On a des clients qui ont dû temporairement arrêter leurs activités. Par exemple, on a monté le nouveau site internet du Festival du Rire de Genève qui n'a pas pu avoir lieu.
Et donc voilà, ça c'est quelque chose où on était prêt, on n'a pas pu le lancer, c'est reporté. Ensuite, on a gagné des mandats. En fait, on a des clients de très très longue date et c'est des grosses structures qui ne s'arrêtent pas de travailler et qui ne s'arrêtent pas de vivre dans ce type-là lors de ce type de crise. Et donc on a continué à effectivement gagner des mandats, à travailler, comme on l'aurait fait s'il n'y avait pas eu cette crise-là, sauf qu'on était à distance et que tout était un tout petit peu plus complexe à gérer. Mais non, ça a été bien. Après, on a un autre pan d'activité qui sont les aéroports et le domaine Voilà, du transport, où là, effectivement. voilà. Ça, c'est quand même un secteur qui a souffert. Donc, à ce moment-là, tu travailles pour un aéroport en France. Donc, comment ça se passe là pour eux? Alors, comment ça se passe? Ils sont à 10% de leur fréquentation habituelle, donc c'est vraiment rien du tout. Toutes les équipes sont soit à temps partiel, en réduction d'horaire de travail, et à domicile, ça c'est certain. Et on a la chance, en fait, d'être dans un secteur et d'avoir démarré avant la crise du Covid des projets stratégiques pour ces aéroports qui vont servir de tremplin pour la relance qui aura lieu dans quelques semaines ou quelques mois, on ne sait pas trop. Donc on continue, voilà, on a juste été mis un peu plus sur le devant de la scène et on a eu beaucoup plus de pression que ce qu'on avait avant parce que ça devient des projets qui sont vraiment stratégiques pour ces structures. Et bah, ça nous fait plaisir de participer à ce type-là de projet. Mais effectivement, après, la question, c'est quand est-ce que ça va redémarrer pour les aéroports. Et là, personne n'en sait rien, quoi. Alors, on pourrait presque dire qu'Atypique est une agence spécialisée dans les applications pour aéroports, parce que vous en avez quelques-unes à votre actif. Quelque chose me dit que vous allez bientôt rebosser. La news vient de tomber, ça y est, les events de plus de 300 personnes, ou jusqu'à 300 personnes, sont à nouveau autorisés dès le début du mois de juin. Voilà, ça nous réjouit aussi pour nous, hein, Victoria. Est-ce que c'est... Oui, on note précieusement cette info qui vient d'être validée par la Confédération. Ça, c'est du live, hein, quand même. Pour revenir sur ma question, est-ce que tu as une particularité au sein d'Atypique? Parce qu'effectivement, là, je te taquine avec le fait que vous êtes le spécialiste des applications pour aéroports, mais est-ce qu'il y a une couleur, il y a un style d'app ou d'applicatif ou de solutions techniques que vous développez plus que d'autres au sein de ton agence? Ce qu'on aime bien faire, c'est prendre ce qui est vieux et qui marche pas bien et en faire quelque chose de neuf qui marche vraiment très très bien. Dans le domaine du B2B, on travaille beaucoup en B2B où là, on revoit entièrement des processus de travail, des applications métiers qui sont vieillottes ou dépassées ou technologiquement trop vieilles pour être supportées encore quelques années. Et là, on arrive avec des solutions cross-platform et qui fonctionnent avec des nouveaux types de technologies. On peut parler d'Elasticsearch, on peut parler d'un peu d'intelligence artificielle, même si j'aime pas trop rentrer dans ces buzzwords, ou de chatbot, ou ce type-là de produits. Mais en fait, on essaye de faire des choses qui changent la donne, qui n'existaient pas avant. C'est ce qu'on a fait pour la première application de l'aéroport de Genève. C'était une des premières applications d'aéroport. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a remporté, je pense, autant de prix. Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant. Et là, on vient de faire, par exemple, l'application d'une régie à Genève qui permet de payer son loyer en ligne, de faire des demandes. Voilà, quand on a son lavabo qui est cassé, on peut faire une photo, on peut envoyer la photo, tous les bons de travaux, tout ça, c'est entièrement digitalisé. Donc voilà, c'est vraiment ce type, c'est rentrer dans une société et l'aider à se transformer numériquement avec des nouveaux outils. Et des vraies solutions. Et des vraies solutions et entièrement intégrées, quoi. On n'aime pas on n'aime pas venir comme intégrateur de solutions qui existent on top, qui n'est pas vraiment relié au système d'information. Donc, en fait, voilà, il y a du boulot à double. Le but, c'est vraiment de casser ce qui existe et puis de reconstruire quelque chose de complètement nouveau et surtout de pérenne, c'est-à-dire qu'il va pouvoir évoluer sur les 15 prochaines années. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de plus en plus de mobile only. Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui pour quelqu'un qui aurait peut-être fait une application native à l'époque et puis après, ou d'autres qui sont sur du web mobile, il faut choisir quoi? Vers quoi il faut aller? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Ça dépend vraiment du secteur d'activité. Si on prend le cas des jeux vidéo, c'est évident que si on a un client qui arrive et qui veut lancer un jeu vidéo, on va plutôt lui dire qu'il faut de le faire sur mobile. C'est la plateforme de prédilection aujourd'hui pour ce qui est jeux vidéo. Et nous-mêmes, quand on conçoit certaines de nos applications, là, on a un produit qui va sortir dans le domaine de l'immobilier, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. On a fait du mobile only pour la première phase du projet. Mais ça dépend vraiment du secteur. Je pense qu'il n'y a pas
un seul discours, il n'y a pas une seule possibilité. Ça dépend de la cible, ça dépend du secteur. Et il y a des très très grosses applications qui sont uniquement disponibles sur mobile. Par exemple, toutes les applications, enfin une grosse partie des applications de rencontres qui sont extrêmement connues. On prend l'exemple de Tinder par exemple. Ils sont mobile only. Airbnb, ils sont pas mobile only, mais ils font une très 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 grosse partie de leur trafic sur mobile, voire la majorité du trafic sur mobile. TikTok, Il n'y a pas de solution. que sur mobile, non? TikTok. Pardon? TikTok. Oui, TikTok est que sur mobile, comme l'était Vine avant lui. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont lancés que sur mobile. Beaucoup d'applications de rencontres, beaucoup de jeux vidéo et certains types d'applications e-commerce, les ventes privées par exemple, qui se spécialisent parfois dans des niches sur les applications mobiles. Ça dépend du contexte du projet, ça dépend de la cible qu'on veut toucher, et pas de solution universelle. Est-ce que c'est devenu plus simple de développer une app, puisqu'effectivement on avait vu il y a quelques années fleurir des solutions qui, avec le même noyau, le même code, j'utilise probablement des termes vachement galvaudés, mais en fait de la même idée, l'idée de départ, on puisse comme ça développer très facilement la version Android, la version iOS, et puis du coup arroser les deux stores facilement, et ainsi être le plus disponible possible sur le marché. Est-ce que ça c'est une vraie réalité pour que tout un chacun qui se lance dans le développement d'une app peut comme ça plus facilement toucher un public plus large? C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. C'est une question qu'on nous pose à chaque fois. Est-ce qu'il vaut mieux développer dans les technologies natives? Est-ce qu'il faut utiliser des technologies hybrides qui nous permettent d'utiliser une partie de la code base pour plusieurs plateformes? Là aussi, ça dépend du contexte. Ce qu'on voit, c'est que les applications hybrides sont un avantage en termes de coût au lancement, à la création, à la conception. Par contre, sur le long terme, elles deviennent très coûteuses en maintenance et beaucoup plus que peuvent l'être des applications natives. On remarque aussi que dans les applications, si on part sur des applications hybrides et qu'on veut être les premiers sur les nouvelles technologies et sur l'innovation, on va avoir de la peine à le faire avec des applications hybrides parce que bien souvent, il faut attendre quelques mois, 6 mois, voire 12 mois pour que le framework utilisé ait intégré ces nouveautés logicielles qui sont, elles, lancées chaque année par Google ou Apple. Donc c'est vraiment un calcul qu'il faut faire. Nous, on reste convaincus que sur des très grosses applications, le natif coûte moins cher à la finalité parce qu'en termes de support technique, de mise à jour des applications, de rétrocompatibilité, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Apple et Google travaillent vraiment beaucoup pour aider les développeurs dans ce sens. Et après, quand on arrive sur des technos hybrides, c'est un petit peu compliqué, d'autant plus qu'il n'existe pas aujourd'hui des technologies hybrides qui soient assez vieilles pour dire on peut y aller sans aucune peur que le code ne soit plus supporté demain. On a le cas d'Angular, où la première version d'Angular a été complètement jetée à la poubelle pour voir arriver une version 2 qui était complètement nouvelle. Et toutes les entreprises qui se sont lancées dans ce framework-là ont pu littéralement tout refaire. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter à nos clients. Donc voilà, on est un petit peu entre deux chaises. On étudie le marché, on a des applications pour lesquelles on utilise des technologies hybrides. On n'utilise pas un framework, mais plusieurs en fonction du projet. Mais on n'a pas encore la solution magique. Et il y a des cas très intéressants, par exemple celui d'Airbnb qui avait choisi React Native pour l'ensemble de ses applications mobiles pour pouvoir partager du code, et puis qui est revenu il y a 1 an et demi, 2 ans, qui est revenu complètement en arrière en disant on arrête complètement l'hybride parce que ça nous coûte trop cher, maintenant, ça nous coûte trop cher en mise à jour. Donc ils sont repartis complètement sur du natif pour leurs applications mobiles, et on a beaucoup de très très grosses entreprises qui arrive à cette conclusion-là sur le long terme. En résumé, une fausse bonne idée, quoi. Ouais, non, mais on aurait pu aussi imaginer que le natif, si tu pars avec ton architecture, elle vieillit peut-être mal sur le temps, parce que tu dois vraiment avoir 3-4 coups d'avance, et donc c'est un peu l'idée que peut-être tu devrais recommencer à zéro, alors que si tu mets des briques au fur et à mesure, c'est peut-être plus simple. Moins figé sur une idée de départ qui peut-être et tu vois, avec le temps, tu t'aperçois des fois que les choses évoluent plus vite que tu l'imagines.
et tu es coincé dans ta logique, dans la construction de l'approche que tu as mis en place. Ouais, alors, bon, je pense que ça, quelle que soit la technologie, le stack technique que tu utilises, tu peux être face à ce type de problème-là. Euh, Vraiment, l'avantage du natif, c'est que chaque année, il y a une nouvelle version logicielle. Chaque année, il y a des nouveaux composants qu'on peut utiliser. S'il faut assurer le support d'une version à l'autre, c'est quelque chose qui est extrêmement simplifié et voilà, et la communauté. Enfin, aujourd'hui, si on regarde la communauté Swift, qui est derrière le langage open source qui est celui d'Apple, c'est une communauté qui est totalement énorme. C'est des millions de développeurs qui travaillent tous les jours sur cette technologie-là. Et on voit bien que voilà, il y a un engouement et que le langage est porté. Et aujourd'hui, voilà, notre peur, c'est vraiment de partir sur un gros projet sur une technologie hybride. Et puis que je prends l'exemple de React Native, par exemple, qui est celle qui est portée par Facebook, qui est une nouvelle version, et que cette nouvelle version, elle soit complètement différente parce que un langage, ça évolue. Et puis que derrière, on soit un peu laissé à notre compte pour effectuer les mises à jour, et ça, c'est très compliqué. Alors moi j'ai envie de taquiner le spécialiste que tu es du mobile parce que l'actualité du mobile, ça tombe bien, hein. Moi je suis super ravi de t'accueillir dans Comin Mag aujourd'hui même parce que elle est chargée, cette actu autour du mobile, avec le premier thème. On ne peut pas passer à côté de celui-ci. On va bientôt voir naître, hein, elle est en bêta-test. On nous vend l'idée qu'elle est quasiment prête. La fameuse application suisse pour stopper le Covid-19. Je crois qu'il faut dire la Covid. Hein, on n'arrête pas de ne pas trouver le bon terme. Que penses-tu de tout ce raouf qu'il y a eu autour effectivement du dev de cette application? Et puis après, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais voilà, en tant que spécialiste, tu vas quand même peut-être un petit peu t'exprimer. L'application elle-même, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu as pu en voir au niveau des infos, puisqu'effectivement, il y a cette bêta qui se balade déjà dans la nature. J'ai pas pu tester la bêta. Bon, il me semble qu'elle arrive un petit peu tard, vu le seuil épidémique qui est bientôt à 0 cas. Alors, c'est pas moi qui le dis, comme ça c'est fait, voilà. Mais c'est toujours très compliqué et j'imagine que c'est voilà, quand on travaille avec des établissements étatiques, voilà, tout est très lent, tout est très compliqué. Il faut pas oublier aussi qu'elle est basée sur une technologie, une API qui est mise à disposition et qui a été créée par Apple et par Google. Donc voilà, il faut le temps qu'elle soit release aussi sur iOS 13.5, ce qui a été fait il y a quelques jours seulement. Donc voilà, je n'ai pas d'avis particulier sur l'application même que j'ai pas pu voir, à part juste des screenshots comme ça. Et je pense que sur l'idée, je pense que c'est une bonne idée. J'ai pas peur en termes de sécurité. Voilà, il y a toujours ce discours de dire voilà, tout ce qui vient d'Apple et de Google, on est tracé. En fait, la réalité, c'est qu'on est tracé tout le temps, quoi qu'il en soit, à moins de ne pas avoir de téléphone ni d'Android ni d'iOS. D'avoir encore un vieux Nokia, et encore on est tracé par Swisscom, comme on a pu le voir. Avec la fête des vignerons, voilà, exactement. Ouais. Exactement. Donc on est tracé, quoi qu'il en soit. Là, le petit côté rassurant quand même, c'est qu'on est Apple dans le loop et qu'on connaît Apple sur la protection des données. Et voilà, c'est devenu son argument numéro 1 sur tous ses produits et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc c'est un petit peu rassurant de ce côté-là. Oui, effectivement, ils se sont exprimés par rapport à ça, mais l'actu du mobile, je vous l'ai promis, elle est chargée, ça y est, on peut de nouveau jailbreaker iOS de je ne sais plus quelle version jusqu'à la 13 et quelques. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un jailbreak, c'est un programme, une sorte d'injection dans le code du programme d'origine, du système d'exploitation du téléphone. Puis en gros, c'est un peu comme un ordinateur, vous décidez d'installer autre chose par-dessus le système d'exploitation officiel. Donc là, ça remet un petit peu en branle la fiabilité de la sécurité. Ça, tu vas me dire, en tant que développeur, c'est normal parce qu'on oublie toujours peut-être une petite porte, une faille, un truc comme ça. Mais en période de crise, je ne résistais pas à l'idée de dire, ça y est, iOS qui est vu comme un système d'exploitation solide, sécure et compagnie, il se jailbreak, donc vous pouvez installer ce que vous voulez sur votre iPhone. Et en quelques clics en plus.
Bon, c'était déjà le cas avant, hein. Ça a toujours été, chaque version d'iOS a pu être jailbreakée d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense qu'il faut voir une différence entre le jailbreak, qui est une action volontaire d'un utilisateur qui souhaite vraiment déverrouiller, enfin déverrouiller même pas, c'est-à-dire presque ouvrir une porte dérobée dans son téléphone. Parce qu'à partir ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on jailbreak son téléphone et qu'on installe des applications depuis le store qui s'appelle Cydia, qui est le store d'applications hackées, il n'y a aucune sécurité sur ces applications-là. C'est-à-dire que dans la théorie, ces applications peuvent activer le micro, enregistrer absolument tout ce que vous dites, tout ce que vous tapez sur votre téléphone. Enfin, la sécurité est complètement cassée, quoi. Il y a une différence entre cette action volontaire d'utilisateur, dire je jailbreak, et puis ce qu'on peut voir dans les news quand il y a des actes terroristes, par exemple, qui est cette volonté des gouvernements à avoir une porte dérobée ou pouvoir facilement accéder aux données de localisation ou d'échange de messages des utilisateurs. C'est vraiment deux choses différentes. Hacker un téléphone qui est verrouillé, iOS, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qui coûte très, 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 très cher. C'est plusieurs millions, hein, pour hacker un téléphone. Jailbreaker son téléphone, effectivement, sur iOS, c'est le cas depuis très longtemps. J'ai vu cette news aussi, j'ai pas compris pourquoi elle arrivait comme ça maintenant sur le devant de la Parce scène. que, Peut-être c'est lié à l'actualité. oui, je pense que c'est un petit peu pour secouer l'actualité. Et puis, en fait, le jailbreak en question, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. On peut le faire à travers un simple site internet, un bouton à cliquer. Ça faisait longtemps, hein, quand même, que iOS n'était pas craquable. Pour l'avoir fait dans des versions antérieures, j'ai laissé tomber l'idée parce que ça devenait de plus en plus compliqué. Puis là, c'est vrai que le télescopage des news est étrange, puisque d'un côté, il y a en tout cas plus d'une quarantaine d'applications de traçage qui ont vu le jour, tout pays confondu. Il y a un très très bon épisode de moncarnet.com de Bruno Guglielminetti, ex-journaliste de Radio-Canada, qui a interviewé une société française qui a passé en revue toutes ces apps. Alors malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas eu le temps ou pas eu l'opportunité de tester la nôtre, hein, celle de la Suisse, mais il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais effectivement, heureusement que Google et Apple se soient réveillés pour un petit peu aider la cause. Mais comme tu dis, ça arrive un petit peu en retard. Ouais. Elle sera prête pour la prochaine vague. Voilà, Oui. pour la prochaine vague. Si, prochaine vague il y a, voilà. Au moins aussi, ça permet aussi je veux dire, au public disons, d'être beaucoup plus sensibilisé à ce type d'approche, la santé, disons, voilà. Je pense que ça, c'est peut-être un nouvel angle. Revenons peut-être aussi sur ton actualité par rapport à ton projet sur l'immobilier, ou justement les B2B. Qu'est-ce que vous allez offrir sur cette application et qu'est-ce qu'on peut innover dans ce secteur aujourd'hui? En fait, on s'est rendu compte il y a quelques mois qu'il y avait un gros manque en termes de données dans le domaine de l'immobilier, de données géolocalisées et de données vraiment, il y a des données brutes qui apparaissent dans la feuille d'avis officielle. Par exemple, les demandes d'autorisation de construire ou les demandes d'abattage d'arbres et tout ce type de données-là. Et on a travaillé, en fait, depuis, on va dire, 8 mois maintenant. On a investi dans une application mobile qui va permettre d'avoir accès à toutes ces informations sous le pouce et de pouvoir, entre autres, créer des zones dans la ville et d'être informé dès qu'il y a un dépôt de dossier qui est fait dans cet environnement-là, dans cette zone-là, ou dès qu'il y a une modification de dossier qui est faite. Et voilà. Et là, on est parti sur du mobile only. Donc, cette application, elle s'adresse tant aux propriétaires qu'aux professionnels dans le domaine de l'immobilier, de la construction, aux notaires, aux avocats. Et puis, on a la version pro qui est en développement et qui sortira plus tard dans l'année, qui, elle, est une application qui sera réservée B2B et qui verra son set de fonctionnalités décuplé. Donc, c'est fait sous la marque d'une régie? Non, pas du tout. Non, c'est complètement... c'est notre propre marque. D'accord, ok. C'est notre casquette d'éditeur, en fait, qui historiquement existe depuis longtemps. On a toujours été éditeur de nos propres applications, avec Suisse Radio notamment, qui était une des applications les plus connues. Et puis, voilà, c'est vraiment c'est notre choix de projet. Chaque année, on a un petit projet dans lequel on investit. Cette année, c'était un plus gros projet quand même. Hein. C'est c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Et on se réjouit de pouvoir le sortir. Quelle est la démarche justement derrière une telle initiative? C'est quoi l'objectif?
Euh, L'objectif, c'est de rendre accessible une information qui est difficilement accessible aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez prendre connaissance d'un dossier, d'une dépôt d'autorisation de construire, par exemple, vous devez passer par des sites très complexes. Et notre objectif, c'est de prendre cette donnée, de la retravailler, de la nettoyer, et de la remettre à disposition d'une manière extrêmement digeste qui n'existe pas aujourd'hui, hein, très clairement. Oui, on est dans une logique de smart city, non? Exactement, exactement. Non, non, alors c'est très intéressant parce que la semaine prochaine, on recevra une agence RP qui s'est spécialisée, qui a créé une entité justement sur cette thématique-là. Alors je pense que ça vaut peut-être la peine que tu les rencontres, parce que je pense que vous êtes... et je trouvais très intéressant, effectivement, parce que ces données sont publiques, mais ce qui est très difficile, c'est de les réunir pour leur donner une intelligence. Et je pense qu'on va dans cette logique-là, et c'est pas que du mobile, de l'application pour très serviciel. Disons on n'est pas que dans de l'achat e-commerce ou juste pour avoir une information, mais là, on peut vraiment les utiliser pour si tu as un promoteur, tu peux déjà imaginer dans quelle zone tu pourrais imaginer de construire, ou si tu veux acheter une maison dans un quartier, tu peux déjà aussi voir si ce quartier est intéressant ou pas, va augmenter les prix, voilà. Donc ça, c'est vraiment, on va faire quelque chose qui donne de l'intelligence. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. C'est une nouvelle approche. Ah, ça touche à Smart City, ça touche au domaine de l'immobilier qui aujourd'hui est un domaine qui est à la traîne un petit peu quand même, hein. Ces entreprises, ces régies sont souvent des entreprises qui sont là depuis très très longtemps. Et qui fonctionnent beaucoup à l'humain. On a des entreprises qui ont beaucoup d'employés. Et puis, fatalement, on arrive dans cette période où on digitalise une entreprise. On est obligé de digitaliser son entreprise parce qu'on doit mettre à disposition un portail pour ses locataires, un portail pour ses propriétaires. On doit leur donner de l'info de manière instantanée et ne plus attendre la fin de l'année pour donner les statistiques de rendement d'un immeuble, par exemple. Il faut avoir cette info en tout temps. Et puis c'est très intéressant parce que, basiquement, il y a très, très peu de solutions qui existent dans ce domaine-là. Et nous, on a vraiment on a l'ambition de proposer des solutions complètement novatrices dans ce secteur d'activité. Une question alors qui vient tout de suite à l'esprit. Le modèle d'affaires qui se cache derrière la sortie d'une telle app, il y a un objectif aussi derrière? Ouais, ce sera une application par abonnement. Donc vous allez payer basiquement l'accès à l'information, pas à toute l'info, vous aurez un set de données qui existera de base et qui sera offert, mais après pour aller plus loin, vous aurez différents types d'abonnements avec différents types de fonctionnalités, et ce sera de l'abonnement. Déjà un nom à partager pour cette fameuse... Non, Ah, il existe, mais je ne le dis pas. d'accord, on sera obligé de revenir, voilà. Tu l'as lancé quand? Tu l'as lancé quand? On voulait la lancer avant cette crise, mais comme elle est arrivée, on s'est dit qu'on allait on espère la lancer officiellement avant l'été. En tout cas, on fait tout pour. D'accord, ok. Bah écoute. Occasion de revenir sur le sujet. Comme in Mag Live, le connecteur d'agence, puisqu'effectivement, la semaine prochaine, on va parler de Smart City. Donc, on t'invite à rester attentif à les prochaines publications de Comme in Mag Live. On va arriver au terme de cette émission, mais je ne peux pas résister à faire un petit exercice que je vous propose de faire à la maison. C'est un des rares trucs que vous pouvez faire à la maison. Si, comme moi, vous avez cet accessoire, voilà, vous faites ceci. Vous prenez votre téléphone et vous lui demandez de l'ouvrir avec la reconnaissance faciale. Et là, vous allez me dire, eh ben non, ça ne marche plus, puisqu'effectivement, on cache son visage. Je suis très fier de partager cette news. Apple a, semblerait-il, amélioré ou modifié un petit peu le processus de reconnaissance de votre visage pour vous permettre de déverrouiller votre téléphone sans enlever le masque. Comme quoi... Alors, c'est pas tout à fait. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils détectent beaucoup plus rapidement que vous portez un masque et au lieu d'enclencher Face ID pour essayer de faire la reconnaissance, ils vous mettent directement le screen où vous devez saisir votre mot de passe. Donc, ils accélèrent, mais ils n'ont pas encore trouvé la parade. Oui, parce que s'ils se limitent à reconnaître le niveau des yeux, là, je suis inquiet Voilà, ça sera pas assez fort en matière de sécurité. Mais c'est très intéressant, ça montre que on ne sait pas si sur les prochains smartphones on aura en plus l'empreinte digitale, parce que si on est amené à être face à des pandémies qui se répètent comme ça, ce qu'on n'espère pas, mais qui est peut-être une probabilité, ce type de technologie, clairement, c'est handicapant. Moi, j'ai porté un masque pour sortir
quand on était dans cette période un petit peu anxiogène et compliquée. Et c'est vrai que c'était handicapant d'avoir un téléphone avec Face ID et de devoir à chaque fois déverrouiller son téléphone avec un code. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment, en termes d'expérience utilisateur, une vraie petite catastrophe. Je confirme. Absolument. Et d'ailleurs, les Européens qui n'ont pas l'habitude de porter des masques quand on rit, on a des yeux qui deviennent vraiment comme une ligne, alors que les Asiatiques, apparemment, quand ils portent le masque, ouvrent les yeux. Donc, on va devoir apprendre à se comporter différemment. C'est pour ça que ça marche chez eux, parce qu'ils ne font pas comme nous. Et nous, il faut qu'on l'utilise un peu plus. Peut-être en conclusion de cet entretien, une dernière question très très ciblée pour peut-être les annonceurs qui nous regardent, les marques. Pourquoi faut-il aller vers le mobile? On a lâché lors de cet entretien le terme mobile first. Pourquoi faut-il être sur le mobile? Je sais, on est en 2020, c'est une question qui est peut-être un peu dépassée, mais qui a quand même une certaine actualité. On voit au vu de ce qu'on a raconté aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un annonceur, une marque, une entreprise qui se pose la question par rapport au mobile? Qu'elle ne se pose pas la question. Je pense que on a tous un téléphone dans sa poche, qui nous permet d'être en contact avec les marques en permanence et de produire des expériences qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Je pense qu'il y a des choses encore plus folles qui vont arriver dans les années à venir. Je pense notamment à la réalité augmentée qui va prendre une place, je pense, vraiment énorme dans notre quotidien et qui va vraiment changer notre manière de travailler, de se déplacer dans la rue, de rechercher de l'information. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Nous, on travaille déjà sur des projets de réalité augmentée et on pense vraiment que c'est un des secteurs qui va exploser et qui, de fait, va être fait en lien complet avec un mobile, un téléphone portable. L'assistant personnel, tu penses que ça va un petit peu... à la maison, on parlera plutôt à son assistant personnel, on regardera moins son mobile. Le mobile, on l'utilisera un peu plus à l'extérieur ou... Les interfaces conversationnelles c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Assistant personnel, quand on est à la maison, pour pouvoir allumer ses lumières, fermer ses stores, etc., etc. C'est vrai que c'est des choses qui sont extrêmement pratiques. J'avoue que j'ai pas un grand intérêt pour Siri. Je l'utilise pas comme assistant personnel, mais il y a des très bons assistants personnels dans le domaine business d'intelligence artificielle, dont une qui s'appelle, si je peux faire un peu de pub, j'ai pas d'action, mais Julia Desk. Et qui permet de gérer des prises de rendez-vous, des annulations de rendez-vous de manière complètement autonome. Et c'est vraiment bluffant. Je vous recommande de tester la démo. C'est terrible. C'est terrible. Et bien voilà, vous êtes avertis, hein, annonceurs, sociétés, PME actifs dans le business en ligne. On a tous cette brique technologique en poche, donc si ça, c'est pas une raison suffisante de vous y mettre, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Alors, on va dire un grand merci effectivement à notre invité du jour aujourd'hui, Yannick, cofondateur de l'agence Atypique basée à Genève, donc un nom à retenir si jamais vous voulez faire développer votre prochaine application mobile. Merci pour cet échange, merci de ton temps. Et puis, on te lance l'invitation par rapport à la prochaine actu et autres annonces. C'est un grand plaisir qu'on t'accueille à bord de Comin Mag pour les prochaines sorties. Voilà. Un grand merci à vous. À très bientôt, Yannick. À bientôt. Ciao. Il est temps pour nous de se dire au revoir et puis vous allez peut-être vous faire avoir par le propos mensonger qui termine notre live puisqu'effectivement on va vous donner rendez-vous non pas jeudi demain à 15h mais vendredi parce que demain c'est relâche. Voilà, il y a comme ça des trucs dans notre agenda qui font que on est un petit peu obligé de faire avec. C'est tant mieux. Vous avez comme ça l'occasion de revoir en replay sur cominmag.ch les précédents épisodes et puis vous avez le droit de venir les partager, les commenter et puis pourquoi pas les regarder tout simplement. Victoria, c'est aussi le moment pour nous de remettre une couche sur ce fameux prix Le meilleur de la pub 2020, 5e édition, 5 ans déjà. On vous rappelle que l'inscription pour vos projets est ouverte jusqu'au 7 août. Voilà. Voilà, plus rien à dire moi. Sauf que vendredi, il y aura encore une fille. Voilà, une nouvelle directrice. Ah, excellent. Ah oui, mais je travaille pour qu'il y ait une parité, j'espère, non, c'est difficile, la parité, non, mais disons, amener le maximum de directrices d'agence aussi à parler. On se réjouit d'être à vendredi. Bien. D'ici là, on va vous dire au revoir et portez-vous bien et à vendredi 15h. Allez, bye bye.